Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Hier, j'ai sorti une vidéo qui n'est pas particulièrement bonne, qui n'est pas spécialement une vidéo d'analyse en plus, d'analyse critique en utilisant les outils qu'on utilise dans les mouvements féministes ou que moi j'utilise dans les courants antisexistes pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le procès. C'est plutôt une vidéo de colère pure, parce que ça fait quand même maintenant 10 jours que je suis ce procès jour après jour. Et que je vois, comme beaucoup d'autres, la direction que prend le procès, que ça m'inquiète profondément. Et donc, hier, c'en était trop, après les propos de deux des avocats qui représentent les prévenus. J'en ai eu marre, et donc, ça a donné cette vidéo, avec beaucoup de colère, sans beaucoup d'analyse, et étonnamment, là, il est 9h30, à l'heure à laquelle je vous parle, la vidéo est sortie il y a 21h, on est à 22 000 vues. Donc, c'est une vidéo qui est de très loin la vidéo la plus vue de ma chaîne. J'en suis très surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à une telle audience, surtout pour une vidéo telle que celle-là. Et donc, vous êtes évidemment les bienvenus sur la chaîne. J'ai donc un nouveau public là actuellement. Je ne sais pas si vous serez aujourd'hui sur la vidéo, mais si c'est le cas, je suis ravi de vous rencontrer. Vous êtes les bienvenus, évidemment. Et je me dis, il faut que je profite du fait que vous soyez là pour proposer un discours un tout petit peu plus construit, un tout petit peu plus solide que celui que j'ai pu tenir hier dans la vidéo, qui était un discours vraiment émotionnel, basé sur la colère, etc. C'est très bien de réagir sous émotion aussi. Les émotions, c'est important. Les émotions, c'est nécessaire. Mais les émotions, si ça peut avoir la vertu de nous faire du bien sur le moment et de parfois de mettre les choses cartes sur table et parfois même d'arriver à crever des abcès importants, une fois que cette vague est passée, c'est toujours intéressant de revenir sur ce qui s'est passé et sur les raisons de la colère. Et il se trouve qu'on va aborder ça sous un nouvel angle, sous l'angle des propos que Nadia El Bouroumi a tenus sur ses réseaux sociaux hier. Vous avez peut-être vu ça passer. Si vous n'avez pas vu passer, c'est révoltant. Je préfère vous le dire. On va regarder deux extraits. Le premier est déjà assez agaçant. Le second est révoltant. C'est tellement révoltant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait, dont moi, qui ont fait des signalements auprès du bâtonnier de son département parce que les propos qu'elle a tenus, on les considère assez graves. Vous allez voir de quoi il s'agit. Et je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose. Je vais essayer de tenir un discours que je tiens de temps en temps sur les épisodes. Pendant que vous êtes là, je vais essayer de le dire pour que vous l'entendiez. Le discours que vous allez entendre de cette avocate, c'est pas un discours qui tombe de nulle part. Je pense que quand on raisonne, quand on est dans les luttes pour les femmes, les luttes féministes et pour les hommes, les courants antisexistes, quand on est dans ces luttes-là, antisexistes, un des premiers deuils qu'il faut faire, une des premières acceptations qu'il faut qu'on ait, c'est le fait que la violence masculine, ça n'est pas le fait des hommes violents. On ne peut pas réduire la notion de violence masculine à des caractères individuels, à des personnes qui individuellement commettraient des actes de violence. Il faut comprendre la violence masculine comme un phénomène systémique, systématique, c'est-à-dire global. C'est-à-dire une société qui produit finalement des hommes comme ça. Et comment on produit des hommes comme ça, c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui. Vous allez comprendre que les propos de l'avocate évidemment me révoltent. Mais si vous voulez, notre colère, c'est normal qu'elle puisse aller envers cette avocate pour ce qu'elle a dit. Mais du coup, notre énergie, plutôt que de la mettre à l'encontre des individus, il faudrait la mettre à l'encontre de ce système. Et quand on est un homme, on est au cœur de ce système. On est au cœur de la domination masculine quand on est un homme. On bénéficie de toute une série d'avantages. Et notre rôle en tant qu'homme, j'entends souvent des gens dire « Bah ouais, mais moi, j'avais envie de rentrer dans des mouvements féministes pour m'impliquer, on m'y a pas vraiment laissé rentrer. » Oui, il faut comprendre évidemment que les mouvements féministes, par définition, sont des mouvements tenus par des femmes qui ont probablement une histoire avec la violence masculine assez intime, assez personnelle. Donc, elles se sont confrontées à la violence des hommes. Notre présence, évidemment, peut potentiellement faire peur. Mais en tant que personne profondément révoltée par la misogynie, le sexisme et la culture du viol, on a quand même une place à jouer qui est très forte. Et c'est de ça dont je vais essayer de vous parler à travers ces discours-là. Vous avez une place, les hommes, et vous avez une fonction à accomplir qui fonctionne exactement comme porter un masque pendant une épidémie comme le Covid. Il faut stopper la misogynie et le sexisme. Ce qu'il faut comprendre, on va regarder les extraits dans un instant de l'avocate, accrochez-vous, c'est que personne ne tue une femme du jour au lendemain sans qu'il y ait eu plein d'intermédiaires qui aient été franchis. La violence masculine est décrite comme un continuum. Vous pouvez lire Pauline Delage à ce sujet sur la violence masculine, qui l'explique particulièrement bien. Et la violence masculine, c'est une série en fait d'étapes qui vont être franchies. Évidemment, l'étape la plus grave, ça va être le féminicide, c'est-à-dire l'assassinat d'une femme, ce que les féministes appellent un crime de dépossession. Et puis, la partie la plus basse de la pyramide, la moins grave, ça va être d'avoir des pensées sexistes, par exemple. Si vous avez des pensées sexistes, que vous commencez à les exprimer, vous exprimez des propos sexistes à l'encontre de femmes, et personne ne vous reprend, et bien c'est tout à fait possible que vous vous sentiez légitime ensuite d'adresser ces propos directement à une femme. Et là,
de tenir des propos misogynes à l'encontre d'une femme. Et puis l'étape d'après, qu'est-ce que c'est ? L'étape d'après, c'est la drague un peu lourde. Et puis l'étape d'après, c'est de poser vos mains sur le corps d'une femme sans son consentement. C'est déjà le début d'une agression sexuelle d'ailleurs. Et l'étape d'après, et l'étape d'après, et l'étape d'après, et l'étape d'après, le féminicide. Et en fait, vous en tant qu'homme, si vous voulez agir, si vous êtes révolté par ce qui se passe, vous devez être la personne par qui la contamination s'arrête. Vous devez appliquer les gestes barrières. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'instant où vous êtes témoin d'une situation qui relève du sexisme, vous devez intervenir. Si jamais vous ne voulez pas vous mettre en danger physiquement s'il y a une agression, il y a toute une série de formations qui existent, je vous laisserai les découvrir, avec des techniques comme les 5D. Mais si vous entendez des propos sexistes, vous devez intervenir. Alors évidemment, on passe un peu pour les rabat-joie au travail. Moi, je passe pour le mec, c'est quand Stéphane est là, on peut plus faire de blagues sexistes, mais je suis très content de ça. J'ai pas du honte de ça. On passe pour les rabat-joie, mais vous voulez travailler là-dessus, interrompez la violence masculine et interrompez-la avant les actes de violence physique. On va justement parler de ça. Donc, je vais d'abord vous montrer ce qui, moi, m'a le plus révolté, mais l'autre story est extrêmement choquante. Donc, l'avocate d'un plaignant, de plaignants au pluriel, Nadia El Bouroumi, elle s'est filmée dans sa voiture hier en rentrant. Je vais pouvoir vous montrer un tout petit extrait simplement pour que vous puissiez me croire sur parole et ensuite je vais devoir couper le son. Elle danse dans sa voiture au son de cette musique. Donc vous avez une avocate là qui est en train de danser dans sa voiture sur le morceau Wake Me Up Before You Go. On est en train d'assister à un procès dans lequel une femme a été violée, on le sait, par minimum 90 personnes qui ont été filmées, donc il y en a probablement beaucoup plus qui n'ont pas été filmées. Un procès durant lequel, du coup, on a des preuves matérielles de ces agressions, des vidéos, plus de 90. Le mari qui reconnaît les faits, une partie des accusés qui reconnaissent les faits, et donc, même si le client de cette avocate n'est pas coupable à son avis, elle assiste quand même à un procès dans lequel on voit 90 images de vidéosurveillance qui montrent des hommes qui la violent pendant qu'elle dort. On voit durant ce procès le mari qui dit « oui, effectivement, je l'ai violée et tout le monde est coupable » et elle ironise là-dessus en dansant sur « Wake me up, réveille-moi avant de partir » en faisant la fête. Évidemment, c'est tout à fait choquant et si vous voulez, si jamais les avocats essayent de nous expliquer que ce qui se passe dans les tribunaux est parfaitement normal, est parfaitement sain, parce qu'il faut bien défendre les clients. Même si je trouve ça révoltant, je suis prêt à l'entendre. Je suis prêt à l'entendre qu'ils font leur travail. Mais quand ils sortent du tribunal, on s'attend quand même à quelque chose d'un peu plus digne que d'aller ironiser sur l'un des procès les plus importants qui est en train de se passer actuellement, parce que ce procès n'est pas le procès d'un fait divers qui concerne Gisèle Pelicot. Ce procès, c'est un procès qui concerne un fait social, un fait majeur, à savoir l'agression sexuelle, c'est le fait d'hommes sur des femmes ou des enfants. En écrasante majorité. Et on fait un procès de ça. On fait le procès de personnes qui sont des personnes normales. Comme certains journaux l'ont indiqué, oui, les violeurs ne sont pas des monstres. Les violeurs sont des personnes normales qui sont le produit d'une société monstrueuse, qui produit de la violence masculine. Et on se retrouve avec des avocats qui sont prêts à salir Gisèle Pelicot pendant le procès CF, la vidéo d'hier. Je pense que si vous êtes là, vous l'avez toute vue. Et qui, en dehors de la course, permettent ce genre de story. De danser comme ça sur Wake Me Up et d'ironiser sur le fait qu'une femme ait subi des viols pendant son sommeil. Le deuxième extrait, je vais vous montrer. Et on va essayer de réfléchir à ce qui se passe. C'est une série de stories qu'elle a partagées également hier à la sortie du tribunal, qui sont toutes aussi choquantes, pour des raisons différentes, et qui vont nous permettre de prendre un tout petit peu de hauteur et de réfléchir à la question. Donc voilà ce qu'elle avait partagé sur ses réseaux personnels, sur Instagram en l'occurrence. L'audience, parce qu'un confrère a légitimement fait suspendre, parce que l'avocat général a été intervenu sur un problème qu'il y a eu. Il y a eu un problème, mon confrère il a dit une phrase qui a été décontextualisée. La phrase qui a été décontextualisée, c'était, il avait dit aux journalistes, il y a viol et viol, comme s'il y avait des viols qui étaient acceptables, des viols qui ne l'étaient pas. On en a un petit peu parlé après, et donc c'est tout à fait normal que pendant la cour, que pendant le procès, il y ait quelqu'un qui dit, mais attendez, qu'on soit bien d'accord, il y a viol et viol. Non, en fait, juridiquement, s'il y a viol et viol, il n'y a pas des viols qui sont moins graves que d'autres. Et ça a énormément déplu à Nadia El Bouroumi, qui s'est trouvé scandalisée dans la salle en disant on ne peut pas travailler sereinement. Donc c'est quand même normal que quand vous tenez des propos en dehors du tribunal, qui ne sont pas des propos normaux, qui ne sont pas des propos convenables, qu'il y ait quand même une petite reprise là-dessus. Qui est passé dans la presse, on me l'a renvoyé plein de fois, et là l'avocat général il pose une question en disant qu'est-ce que vous pensez d'un avocat qui dit ça? Et ça, effectivement, ça met le buzz dans le buzz, et ça, c'est pas normal, effectivement. Donc ça met le buzz dans le buzz, et vous, c'est pas pour faire le buzz que vous chantez sur Wake Me Up dans un procès sur le viol sous soumission chimique? Non, mon confrère, il fait une réunion avec le président pour dire on peut pas continuer comme ça. Donc j'attends que ça passe.
Voilà, ensuite, là je trouve ça indécent, le tout début est indécent pour moi. Alors je sors du procès Pellico. Mais c'est pas une fête, madame. Il y a pas de quoi se réjouir, il y a pas de quoi manifester comme ça de l'émotion, wouh, comme si c'était festif en fait. Il y a pas de quoi se comporter de telle façon, un tout petit peu de dignité quand même, au moins eu égard à Gisèle Pellico. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème, puisque de... Voilà, donc là il y a un problème, c'est-à-dire que si vous faites des photos, ça pose problème, les photos posent des problèmes, c'est assez incroyable. On va prendre de la hauteur après avoir vu l'extrait. Pour l'instant, on reste un petit peu sur les propos. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si un jour vous envoyez une photo à quelqu'un en qui vous avez confiance et que cette personne de confiance finit un jour par vous agresser sexuellement, et aux hommes qui entendent ce passage-là et qui se diraient si on a confiance en quelqu'un, il va pas agresser sexuellement. 8 à 9 agresseurs sexuels sur 10 sont des personnes de l'entourage proche. Et on connaît très mal les chiffres. Pour l'instant, on a quelques approximations des viols dans le cadre conjugal. Pour la simple et bonne raison que comme c'est dans le cadre conjugal et qu'il existe toute une culture du viol, c'est-à-dire toute une série de préceptes dans la société qui laissent sous-entendre que la femme doit se soumettre à son mari, les fameux droits de cuissage, les fameux devoirs conjugaux, etc. Non seulement ces viols ne sont parfois pas compris comme étant des viols par la victime, et parfois, quand la femme réalise que c'est un viol, elle ne peut pas porter plainte, elle ne s'en sent pas le courage parce qu'elle se dit c'est le père de mes enfants, je vais détruire ma famille. Donc on n'a pas trop de compréhension de ce que c'est. On connaît assez mal encore les chiffres exacts, on va dire, du viol dans le cadre conjugal. Et donc là, en fait, elle est en train d'expliquer, elle a fait des photos problématiques. Non, c'est pas des photos problématiques, c'est un jeu qui est... Alors s'il est consenti avec la personne, il n'y a absolument rien de problématique, et s'il n'est pas consenti, c'est-à-dire que s'il y a eu des photos qui ont été prises à l'insu de Gisèle Pellico, c'est problématique, mais pas de la part de Gisèle Pellico, contrairement à ce qu'elle sous-entend. C'est problématique de la part de son mari, qui a pris les photos à son insu. Mais vous allez voir, il n'y a pas grand-chose qui va là dans son discours. Et tout ce qui m'agace, c'est que les gens nous disent « Oui, mais ce qui se passe dans le tribunal est parfaitement normal, c'est comme ça qu'on doit défendre des gens, c'est le droit de chacun d'être défendu de la meilleure façon possible, et donc deal with it, comme disait Maître Eolas. Sauf que nous, déjà, on a le droit d'être choqués que du coup on réimpose une telle violence à des victimes d'agressions sexuelles ou de viol dans les tribunaux. Et deuxièmement, là, on n'est pas dans un tribunal. Là, on est à l'extérieur du tribunal. Et là, elle est en train de dire aux gens, écoutez bien... Ah, j'ai raté ma transition. Alors, si vous découvrez la chaîne, vous verrez que ça arrive souvent, ce genre de choses. Depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle avait participé à quoi que ce soit. Quand elle voit les vidéos, je pense qu'elle s'y attendait pas. Et c'est ce qu'on a essayé de lui dire en disant « Attention madame, oui, je suis prêt, public. » Elle s'est mise en colère. Moi, j'ai pris le micro en disant que c'était elle qui avait souhaité que ce soit public, que maintenant, il ne s'agissait pas de se plaindre, parce que nous, on est dans un procès qui est un procès cours criminel, donc obligé de démontrer l'argumentation de notre client, et notamment par ces photos-là. Donc elle s'est énervée. Moi aussi, je lui ai dit, écoutez, madame Pellico, nous, on a essayé de préserver, vous avez voulu, mais surtout, ce qui est important, c'est la question de la soumission chimique. C'est-à-dire que cette dame, elle dit, non, je ne me rappelle pas de tout ce qui se passe. Donc se pose la question de savoir si finalement, la soumission chimique dont les experts au départ nous avaient expliqué qu'elle prenait son médicament et que 2 heures après, elle était KO, eh ben non. Moi, j'avais sollicité l'expert en lui disant, monsieur l'expert, est-ce que quand elle explique que finalement elle n'est pas bien, qu'elle est endormie, etc., est-ce que c'est pas un argument qui consiste à dire que même sous soumission chimique, on a l'impression qu'elle est inconsciente, elle est semi-consciente. Et là, aujourd'hui, on a eu la vérification par cette dame qui dit non, mais moi je me reconnais pas, je suis pas là alors qu'elle fait des pauses, etc. Donc, ce qu'elle est en train de dire, et c'est ça qui est un problème, c'est que rien n'est jugé pour l'instant, il n'y a pas de décision de justice. Si jamais la décision de justice aboutit à que des acquittements, ça n'arrivera pas, rassurez-vous, même si je pense que certains seront acquittés malheureusement. Là, on pourra dire, effectivement, les arguments qui ont pesé, ça a été par exemple ces arguments-là d'un expert qui n'a pas réussi à être parfaitement catégorique pour répondre à une question. Mais c'est pas ça ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle est en train de vous raconter une vérité, comme si c'était déjà la vérité, où elle dit « Ah bah non, nous on a l'expert qui nous a confirmé que... » Non, mais l'expert n'a rien confirmé. Il y avait madame qui prenait des positions sur les photos, donc là en fait, elle est en train de vous faire croire que la défense de son client, c'est la réalité. Et le problème de ça, c'est que, étant donné qu'on sort du tribunal, il y a des personnes qui vont tomber sur ces stories-là, bien sûr. Le truc a déjà été vu quasiment 1 million de fois sur les différents réseaux sociaux, qui vont prendre ça pour argent comptant. Et ça rajoute, du coup, encore plus de violence à l'encontre de Gisèle Pellico, de personnes qui vont se dire, il y a quand même une avocate qui participe au procès, qui nous dit que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et ça aussi, c'est un problème. Donc ça aussi, ça a été signalé au bâtonnier. Et on pense
pour le coup, on a pris quelques conseils, à gauche à droite, avant de signaler le bâtonnier, on a posé des questions à des avocats, à des juristes, pour savoir effectivement s'il y avait un problème, qui nous ont tous répondu, les personnes qu'on a contactées, non mais c'est parfaitement anormal. Et donc voilà, moi je suis assez inquiet en fait d'entendre ce genre de choses, de propos qui sortent du tribunal comme ça, et qui vous présentent ça comme une vérité absolue. Oui, les photos sont problématiques, oui, ceci, cela. Bref. Donc le président a dit, mais peut-être qu'on va faire revenir l'expert pour savoir si effectivement les consommations habituelles de celle-ci pouvaient la mettre dans un état de semi-conscience. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que nous on dit que parfois, elle dit qu'elle se rappelle pas, mais que ceux à qui elle a envoyé les photos ont reçu des photos d'elle, eh ben ils auraient pu croire qu'effectivement elle est là, elle est présente, elle bouge. Voilà, déjà, elle vous explique que c'est elle qui a envoyé des photos d'elle, ce qui n'est pas le cas. Et réécoutez bien, enfin, c'est quand même assez problématique de dire ça. Les photos ont reçu des photos d'elle, eh ben ils auraient pu croire. Envoyé au refus des photos d'elle. Donc soit elle sous-entend que c'est elle qui a envoyé les photos, soit c'est des photos d'elle qui ont été envoyées par quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, ce qu'elle présente comme un fait et qu'elle ne refuse de discuter, c'est que quand bien même, mettons, le mari envoie les photos et ils se disent, bon, bah, elle a l'air consciente sur les photos. Le jour où vous arrivez dans l'appartement et que vous voyez une personne qui dort, le sujet qu'elle n'aborde pas là, j'espère que c'est clair pour tout le monde qu'on n'a pas de rapport sexuel avec une personne qui dort. De la même façon, on n'a pas de rapport sexuel avec une personne alcoolisée, on n'a pas de rapport sexuel avec une personne qui s'est droguée, on n'a pas de rapport sexuel avec une personne qui n'est pas capable de vous exprimer deux choses. Premièrement, son consentement, et deuxièmement, le consentement n'est pas suffisant, son désir mutuel. Et donc, oui, ils ont reçu les photos, et donc elles pouvaient paraître semi-conscientes sur les photos, et donc mes clients ont été piégés presque. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle présente ça comme si c'était une vérité. Alors que ça n'a pas été jugé. Peut-être que son argument va être balayé par la cour et que la cour va dire mais c'est un fait. Peut-être que sur les photos, on n'est pas sûr de savoir si elle est consciente ou si elle n'est pas consciente. Mais le fait est que quand ils arrivent dans l'appartement, je ne sais pas si vous avez suivi, le mari dit chut, il ne faut pas la réveiller, machin, mettez vos affaires ici, si jamais elle se réveille, voilà, vous faites ça. Ils acceptent quand même de la violer. En quoi, du coup, l'argument de oui, mais sur la photo, elle avait l'air machin. On est sur un argument masculiniste là, dont on parlera quand je vous présenterai un ouvrage que je n'ai peut-être pas sous les yeux. À savoir, le consentement ne peut pas être retiré. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la photo, donc pour eux, c'est bon, il n'y a plus besoin de revérifier que la fille est d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est exactement comme si vous aviez, je sais pas, un jeu érotique avec une de vos amies, vous envoyez des photos, et le jour où vous la voyez, vous la violez. Parce que vous dites, bah, tu m'as envoyé des photos, donc c'est bon, j'ai le droit de t'agresser sexuellement en vrai, comme si le corps des femmes vous appartenait. Or, c'est toute la problématique du consentement. Le consentement seul, c'est une arme qui va protéger l'agresseur. Or, ce qui fait le rapport sexuel, c'est pas consentir. On consent à beaucoup de choses. Vous consentez à des choses qui vous font pas plaisir. Moi, j'ai consenti à me faire vacciner, à avoir 4 appels. J'ai consenti à porter un masque à chaque fois que je sortais, ça me faisait pas plaisir. On ne consent pas forcément à des choses que l'on désire. Le consentement seul n'est pas suffisant. Il faut un désir mutuel. Et donc, quand ils arrivent sur les lieux, qui a eu photo, qui n'a pas eu photo, qu'elle sous-entend, je ne sais pas si elle a sous-entendu que c'était elle qui les avait envoyés ou qu'ils aient reçu des photos où il s'était dit pendant les photos elle avait l'air, je ne sais pas, consciente. Qu'est-ce que ça change au fait que le jour J, le jour du rapport sexuel, je refuse de parler de relations sexuelles, c'est un rapport sexuel imposé, moi j'appelle ça un viol. Le jour où ils imposent le rapport sexuel, ils voient bien qu'elle n'est pas en état. Ils voient bien que ça se fait dans le secret. Et elle présente ça comme si c'était un fait. Ah mais vous voyez, c'est ça le problème, hein. En fait, le problème, ils sont peut-être innocents, hein, mes clients. Hein. Effectivement, elle est là, elle est présente, elle bouge, elle parle. Pose un vrai problème sur la question de la soumission chimique et surtout sur le fait que les autres pouvaient imaginer que finalement elle n'était pas sous soumission chimique. Voilà. Bon, on se filme pas quand on conduit. Hein. Donc c'était très important aujourd'hui. Alors c'était. Et vous voyez là, en fait, on va s'arrêter là, mais vous avez compris l'idée. C'est en fait, elle vous présente des choses qui, elles, lui paraissent un petit peu suspectes. Sauf que vous avez derrière Dominique Pellicot qui dit « Ah non, mais moi j'ai été très clair, hein. Elle est droguée et il la viole, quoi. » J'ai été très clair. Et elle ne vous présente pas les faits comme ça. Elle vous présente la façon qu'elle essaye de présenter les faits à la cour pour faire libérer ses clients. Elle vous présente ça comme si c'était une évidence. Donc, la première des choses dont je vais vous parler, quelque chose qu'il faut que vous compreniez, et on va commencer par 3 ouvrages, c'est que ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire toute cette violence que vous voyez à l'encontre de Gisèle Pellicot, peut-être que vous n'en aviez pas conscience parce que vous ne vous êtes jamais intéressé au mouvement féministe ou aux hommes qui luttent contre le sexisme. Mais c'est extrêmement commun. Quand une femme subit des violences sexuelles et elle reçoit un retour de bâton, une violence consécutive, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, si vous voulez comprendre que ça n'est pas spécifique au cas Gisèle Pellicot, que c'est un phénomène vraiment d'ampleur générale, il faut que vous lisiez Backlash de Suzanne Faloudi. C'est vraiment la première des choses qu'il va falloir que vous lisiez. Backlash, c'est un ouvrage qui arrive à cheval entre la 2e et la 3e vague du féminisme dans les années 90.
C'est un ouvrage qui vous explique comment, à chaque fois, pour le résumer, que les femmes obtiennent des droits, que les femmes parlent, que les femmes sont entendues, comment les hommes vont réagir de façon extrêmement virulente à ça pour renforcer des positions masculinistes. Typiquement, ça donne mouvement MeToo, le Not All Men et l'attaque contre les féministes woke qu'on voit dans tous les médias. Le mouvement MeToo a été d'ampleur et d'un seul coup, le féminisme s'est retrouvé sur les pages de tous les magazines de droite ou les magazines conservateurs ou les magazines d'extrême droite en disant les féministes représentent un danger, etc. Et ça façonne l'opinion publique. Et donc, vous vous retrouvez avec, et c'est catastrophique, et on le voit, on avait présenté une étude dans un vieil épisode, avec des hommes qui sont de plus en plus conservateurs, avec des femmes qui sont de plus en plus libérales, et du coup, des hommes et des femmes qui ne se comprennent plus. L'extrême de ça, c'est ce qui se passe en Corée du Sud, avec un nombre incalculable de femmes qui font sécession définitivement avec les hommes, avec un nombre d'enfants par femme moyen de 0,6 par femme. Alors que nous, en France, on est à 2,03, je crois, et qu'on est catastrophé parce qu'on trouve que c'est trop bas. Et ça va créer du coup des incompréhensions entre les hommes et les femmes qui vont renforcer la colère des hommes. Et la colère des hommes se manifeste quasiment toujours par de la violence contre les femmes. Ce backlash, il faut être conscient qu'il existe et il faut lutter contre. Il faut absolument lutter contre. Vous voulez participer au courant féministe, les hommes? Lutter contre le sexisme. C'est notre boulot. On laisse le féminisme aux femmes. Elles s'en sortent très bien sans nous. Elles n'ont absolument pas besoin de nous pour obtenir des droits et pour avancer. Mais nous, on lutte contre le sexisme. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous lisez une autrice comme Mary Wollstonecraft, par exemple, là vous avez Défense des droits des femmes, c'est pas l'ouvrage le plus passionnant que j'ai lu sur le féminisme, mais il y a des choses intéressantes. Là, on est quand même juste après la Révolution française, on est au tout début du 19e siècle. Elle vous explique déjà qu'à chaque fois que les femmes demandaient des droits, pour que vous compreniez que ça n'est pas un phénomène nouveau, le backlash, les hommes criaient à la crise de la masculinité. Oui, mais nous, les hommes, vous comprenez, et puis pas tous les hommes, machin. Il y a 200 ans, les arguments utilisés par les hommes pour ne pas avoir à écouter les femmes, c'était déjà les mêmes. Et je vais citer juste 2 ouvrages d'un auteur homme, juste 2, et après on va revenir sur les auteurs femmes pour que vous compreniez où je vais. Antiféminisme et masculinisme, donc c'est écrit par 2 autrices, Christine Barr, Mélissa Blais, et un auteur qui s'appelle Francis Dupuy-Léry, que je vous recommande. Antiféminisme et masculinisme d'aujourd'hui, ça fait une sorte d'état des lieux, ça commence à peu près au 19e siècle, de comment les femmes ont toujours voulu lutter pour des droits et comment les hommes s'y sont toujours opposés. L'opposition des hommes collective, en toute époque, ça crée un imaginaire collectif. Ça crée cet imaginaire collectif que les féministes sont des femmes dangereuses. Vous prenez George Sand, qui est une superbe écrivaine, je ne suis pas trop fan de George Sand, mais quand même grande écrivaine française, dont la vie n'a été débattue que par rapport à sa liberté sexuelle, que par rapport à ses amants. Les hommes ont toujours perçu historiquement les femmes libres, les femmes qui essayaient de se sortir des codes du patriarcat, comme des femmes dangereuses. Et ça crée un imaginaire collectif qui se transmet, avec lequel on traverse, avec lequel on vit. Cet imaginaire collectif se transmet par les films que vous regardez, par les ouvrages que vous lisez, dans lesquels vous voyez des hommes qui sont tout le temps dans les mêmes positions, des femmes qui sont tout le temps dans les mêmes positions, ce qui nous donne cette impression que la position de domination sociale, structurelle des hommes, elle est innée, elle est naturelle. Ce qui est complètement faux. C'est un truc qui est parfaitement construit. Et il insiste dans la crise de la masculinité là-dessus, Francis Dupuy-Léry, où il explique que, en fait, la crise de masculinité, c'est pas grand-chose. C'est simplement des hommes qui se disent « mais on va perdre notre position sociale ». Cette femme que vous voyez là, c'est le produit d'une société qui apprend les gens à penser comme ça. C'est le produit d'une société qui vous apprend à penser qu'une femme qui porte plainte pour viol, c'est suspicieux. Qu'une femme qui porte plainte contre une personne connue, c'est pour son argent. Parce qu'on a été envahi de cette culture populaire qui a traversé les époques, parce que les époques précédentes ont été traversées par des femmes qui ont toujours parlé, qui ont toujours pris la parole, et des hommes qui ont toujours tout fait pour ne pas avoir à les entendre. Et on se retrouve aujourd'hui dans un monde qui considère ces structures normales. L'exemple qui est le plus fréquemment donné, c'est au tout début, pendant l'essor de l'informatique, c'était un métier qui était quasiment exclusivement féminin. Les femmes étaient beaucoup plus formées à l'utilisation des machines à écrire, parce qu'elles travaillaient dans les métiers du secrétariat. Et évidemment, les postes à responsabilité avaient été tenus quasiment exclusivement par les hommes pendant la quasi-totalité de l'histoire. Donc les femmes étaient les premières à travailler dans le milieu de l'informatique, et puis d'un seul coup, il y a eu un afflux d'argent, et les hommes ont envahi l'informatique. Et aujourd'hui, on considère que l'informatique est quelque chose de masculin. Ça, c'est une erreur de conception. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe avec cette avocate-là, c'est qu'elle vit dans un monde qui considère des choses comme étant innées, comme étant absolument normales, qui sont en fait les conséquences de rapports de force, de rapports de domination entre les hommes et les femmes. Et les hommes
cherche à avoir un rapport de domination des femmes sur énormément de choses. Là, vous avez par exemple Le ventre des femmes de Françoise Vergès. Donc Françoise Vergès, là, on est à cheval entre la première et la deuxième vague, dans les années 60-70. Elle fait partie d'un courant qu'on appelle le féminisme décolonial. Le ventre des femmes, c'est un ouvrage qui explique comment les hommes cherchent à contrôler la maternité des femmes. C'est-à-dire comment ils vont chercher soit à décider de politique malthusianiste ou au contraire à décider qu'il faut faire plus ou moins d'enfants, comment ils vont décider des droits reproductifs des femmes à la place des femmes. Est-ce qu'elles ont le droit d'avoir accès à l'IVG ? C'est les hommes qui décident de jusqu'à combien de semaines ? Est-ce qu'elles ont le droit ou non d'avorter ? Et elle explique aussi dans cet ouvrage à quel point on n'a pas le même rapport à la maternité selon que les femmes accouchent en métropole, donc des femmes blanches accouchent en métropole, ou selon qu'il s'agit de femmes qui accouchent dans les dom-toms par exemple, ou à d'autres endroits. C'est passionnant. La guerre qui est déclarée aux femmes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dit les hommes sont, il y a beaucoup d'hommes qui disent oui, mais pas tous les hommes. Bien évidemment, aucune femme ne pense que tous les hommes sont des violeurs et que toutes les femmes ont été violées. Personne ne pense ça. En revanche, quand on réfléchit, sociologiquement parlant, on parle de groupe social. C'est le groupe social homme, effectivement, qui est dominant. C'est le groupe social homme qui commet des crimes. Lisez l'ouvrage de Lucille Peytavin, je ne l'ai pas sous la main là, Le coup de la virilité, pour vous en convaincre. Les hommes, en tant que groupe social, sont actuellement dans une position dans laquelle ils jouissent d'une domination que les femmes nous contestent. Et aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux, cette contestation est tellement bruyante que les hommes maintenant entendent, ils sont obligés d'entendre. Nous, on a tendance à dire dans nos milieux que la parole ne s'est jamais libérée, la parole a toujours été, les femmes ont toujours parlé de leurs conditions, par contre là, les hommes sont obligés d'écouter. Et cette inversion de rapport de domination nous fait peur et crée du coup des réactions extrêmement puissantes. Et il est tout à fait possible que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, que ces préceptes sexistes-là, qui justifient la domination des hommes, vous traversent. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire une femme ne peut pas être misogyne. Une femme peut tout à fait être misogyne. De même, un noir peut être raciste. De même, un juif peut être antisémite. De même, un musulman peut être islamophobe. C'est tout à fait possible. Quand on vit dans une société qui est pétrie de préceptes sexistes, il est tout à fait possible de reproduire ces préceptes sexistes. Et donc, les personnes qui sont de nature, on va dire, essentialistes, à considérer que les choses sont comme elles sont par essence, par nature, comme c'est probablement le cas de cette avocate, si vous voulez, considèrent que ce qu'on leur a enseigné, ce que la société leur a enseigné sur la nature des hommes et des femmes est vrai. Et on se retrouve avec cette avocate qui est en train d'ironiser sur une femme qui a été violée en dansant sur Wake Me Up Before You Go, alors qu'elle a été violée dans son sommeil. Je vous recommande également, alors là, un peu comme Françoise Vergès, on monte un peu en radicalité. Vous avez Une guerre mondiale contre les femmes de Silvia Federici qui explique en fait comment justement le corps social homme s'organise pour posséder le corps des femmes. Et ça revient sur le féminicide, sur les viols, sur les tortures, etc. Si vous voulez comprendre, beaucoup plus récent, pourquoi on a un problème avec la façon dont le système judiciaire traite ces affaires-là, je vous recommande Classer sans suite de Violaine de Philippi Sabat, porte-parole d'Oser le féminisme, ou ancienne porte-parole, je ne sais pas si elle l'est encore actuellement, qui explique en fait pourquoi le système judiciaire n'est pas fait pour les femmes. Lorsqu'il y a une agression sexuelle ou un viol, à moins que la plainte soit déposée absolument immédiatement, la matérialité du viol, c'est-à-dire la présence de traces ADN, éventuellement de sperme, éventuellement de coups physiques, si vous ne portez pas plainte tout le temps, ça disparaît. Et donc, il y a des classements sans suite à répétition parce qu'il n'y a pas assez de preuves matérielles à apporter à un juge ou à une juge pour pouvoir condamner la personne. Ce qui est assez révoltant, c'est de se dire qu'actuellement, on est dans un procès où on a la matérialité de ces crimes-là. Et malgré tout, le grand public continue à trouver des circonstances atténuantes à ce qui est en train de se passer. Oui, mais elle a pris des photos machin, oui, mais elle avait l'air éveillée, oui, mais elle a fait de l'exhibitionnisme. Et c'est ça qu'on appelle la culture du viol. C'est ça qu'on appelle la culture du viol. C'est le fait que, quelles que soient les circonstances, même si vous avez toutes les preuves du monde, nous, les hommes, collectivement, on va quand même avoir des doutes sur la sincérité d'un témoignage. Lisez Emma Goldman de La liberté des femmes également, qui parle de leur liberté de ne pas choisir de conjoint également. Très intéressant. Là aussi, on est très radical, Emma Goldman. Là, on est à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Pardon, c'est une révolutionnaire russe qui a beaucoup vécu aux États-Unis. Et enfin, si vous voulez comprendre, je vous prie de m'excuser, si vous voulez comprendre un petit peu les mécanismes qui aboutissent à la violence intrafamiliale, je vous recommande un ouvrage collectif qui a été réalisé sous la direction, entre autres, de Muriel Salmona, vous savez, qui est une psychologue qui travaille sur la notion d'amnésie traumatique, violence conjugale et famille, pour que vous compreniez en fait comment on aboutit à créer de la violence au sein de la famille et comment cette violence devient un secret et comment du coup elle se perpétue. C'est ça que je voulais vous dire. Bien sûr que les propos de cette avocate sont
révoltant. Évidemment, c'est révoltant. Et d'ailleurs, je vois que rien que sur Twitter, sa story fait plus d'1 million de vues et celle où elle chante, quasiment 700 000 vues. C'est évidemment révoltant et ça justifie évidemment qu'on prenne des mesures et qu'on s'indigne en tant que citoyen et qu'on signale du coup aux bâtonniers qu'il y a des propos qui ne sont pas normaux. Mais si vous restez là-dessus, si vous restez à vous dire « Ah, le procès Mazan, c'est choquant », c'est pas le procès Mazan qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est que 200 000 femmes sont violées par an. À minima. Ce qui est choquant, c'est ça. Ce qui est choquant, c'est que nous, le groupe social homme, on est aux abonnés absents quand il s'agit de dire « Là, il faut faire quelque chose ». Et on ne peut pas laisser ça aux féministes. Les féministes, elles font leur travail de leur côté, un travail militant qui est différent du mien et qui doit être différent du vôtre. Et nous, on doit se battre contre le sexisme. On doit rappeler aux gens que les fausses accusations sont des faits extrêmement rares. On doit rappeler aux personnes qu'il n'y a pas de raison de remettre en question le témoignage d'une femme. On doit rappeler aux gens que même s'il n'y a pas de matérialité d'un viol, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu viol. On doit rappeler aux gens qu'on vit dans une société pétrie de culture du viol, qui produit des réactions masculinistes contraires au mouvement d'émancipation des femmes. Les femmes sont en train de contester l'hégémonie des hommes, et nous, les hommes, en tant que groupe social, on n'aime pas ça, parce que notre position est confortable. C'est un backlash. Il existe un backlash très fort, actuellement, qui est renforcé par des sorties littéraires très malheureuses, comme l'ouvrage de Caroline Forest, dont je ne vais pas reciter, donc que j'avais chroniqué sur la chaîne, qui sort le 11 septembre, en pleine ouverture du procès Mazan. Ce backlash, on en est responsable, parce qu'on laisse faire, parce qu'on ne milite pas assez, etc. Et donc voilà, vous devez appliquer des gestes barrières contre le sexisme pour interrompre le sexisme à vos portes, parce que la violence masculine est un continuum qui va de la croyance sexiste jusqu'au féminicide, et on le voit avec ce qui s'est passé dans ce procès. Ça a été bien décrit par Dominique Pellicot. Au départ, il s'est autorisé à faire ça, puis ensuite il a fait ça, puis ensuite il a fait ça, puis ensuite il a fait ça, et puis ensuite il a fait violer sa femme par au moins 90 personnes, probablement plusieurs centaines. C'est un continuum. Tant qu'il n'est pas arrêté, interrompu, ça continue. Vous devez être la personne qui interrompt la violence masculine. Voilà ce qu'on attend de vous. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette sortie désastreuse de cette avocate. Si vous découvrez la chaîne avec l'épisode précédent et que cette vidéo vous plaît, soyez les bienvenus. C'est plutôt ça qu'on produit sur la chaîne. Des vidéos d'analyse, on parle assez peu des faits divers, on essaye de prendre de la hauteur pour les traiter comme des faits sociaux. Donc la vidéo sur laquelle vous êtes tombé hier, qui a énormément de succès, n'est pas du tout représentative de ce que vous voyez sur la chaîne, et ça me rappelle un petit peu les personnes qui découvraient ma chaîne quand je faisais du react contre certains vidéastes qui tenaient des propos assez démentiels. C'est vraiment le minimum, enfin, c'est des vidéos qui sont assez rares sur cette chaîne. Donc si ça vous plaît, bah écoutez, vous êtes les bienvenus. J'ai 500 abonnés quand même, alors que je suis à 10 000 seulement sur YouTube, c'est beaucoup. 500 abonnés en une journée. Hein. Donc vous êtes les bienvenus. Si vous voulez poursuivre cette réflexion avec moi, voilà, n'hésitez pas. Je voudrais adresser mes remerciements à Yéna, qui me soutient beaucoup depuis le début du procès, que je suis vraiment jour après jour, et elle sait que c'est difficile pour moi. Je voudrais adresser mes remerciements au Dr Zoé également, avec qui j'ai eu un long échange hier pour pouvoir épancher un peu ma colère quand j'avais vu ces vidéos de l'avocate. Et je remercie aussi les copains de la Brèche, les camarades de la Brèche, qui sont d'un soutien très régulier. Et ça fait du bien de les avoir avec moi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de vous. Et puis voilà, on va essayer de pas trop parler du procès Gisèle Pellicot, même si je sais que je suis partagé en fait. C'est-à-dire que d'un côté, je me dis, il faut pas tomber dans du voyeurisme, il faut pas tomber dans la description graphique de ce qui est montré. Vous voyez, je vous ai jamais parlé des vidéos, des photos par exemple. Et d'un autre côté, c'est quand même un procès qui est fondamental, qui mérite d'être commenté à la hauteur. Donc je suis un peu partagé sur continuer à faire du contenu sur ce procès ou proposer d'autres choses. Donc voilà, je déciderai au fur et à mesure. Voilà, pour la dernière fois, prenez soin de vous et à bientôt et bienvenue sur la chaîne si vous me découvrez. Salut!